La vallée du Pays d'en haut représente pour ses habitants un territoire auquel ils sont profondément attachés. Il en est de même pour nous, qui y avons passé une partie de notre enfance et qui y conservons des liens familiaux. À la fin du XIXe siècle, dans ce pays de forêt, notre arrière-grand-père Alfred Breton exploitait une scierie qui est encore en activité aujourd'hui, à Flindru. En évoquant le quotidien de cette scierie, notre mère Liliane Bédet-Breton et le propriétaire actuel Willy Anderegg, un ami d'enfance, racontent l'histoire d'une petite entreprise familiale qui a fait face aux défis techniques et économiques du siècle passé et qui subsiste grâce à la flexibilité d'une production artisanale. La scie, pour moi, elle quittait là, et là, au tout début. Elle abritait sûrement que les quatre. Je pense qu'au début, il n'y avait pas ce qui continue, là, de ce côté-là. Oui, la scierie était plus petite. Puis ils ont rapondu derrière et devant. Ah, voilà, oui. Quand ils avaient que les cadres, alors sûrement qu'il a fait ça quand il a mis la multiple. Oui, ça c'est possible. Les rallonges des deux côtés. C'est possible. Ben, la multiple, elle devait être de 10 ou de 20, quelque chose comme ça. Ça marche pas. Il semble qu'ils ont dit de 10. Ça, je ne peux pas vous dire, je ne me souviens pas très bien. Ben voilà, il y a un moment. Hein. Ah ben c'est sûr qu'il y a un moment, rendez-vous compte. 1920, bien sûr. Alors je pense que c'était encore le grand-père qui... Au nom du grand-père, je pense, mon papa n'était pas encore propriétaire, alors ben, ça m'étonne beaucoup parce qu'il me semble qu'il a eu la... Oui, en tout cas c'est Alfred Breton, c'est juste. C'est mon grand-père qui avait la scierie quand j'étais enfant. Et puis mon père, Camille Breton, il travaillait, mais il y travaillait à ce moment-là comme ouvrier. Mon papa l'a exploité, je ne suis pas très sûre, mais je pense que c'est les années 18 à 24. Avec mes deux frères, ce qui nous intéressait c'était surtout beaucoup quand on nous amenait des billons. On les entassait devant la scierie, entre la scierie et la maison où nous habitions. On devait tout d'abord reprendre les billes qui se trouvaient sur le gros tas. Ça, c'était aussi un travail qui était assez dangereux, parce que je me souviens très bien qu'une ou deux fois, entre parenthèses, mon papa a eu une jambe qui a été prise entre deux billons. Par chance, elle n'a pas été cassée, mais enfin, c'était quand même assez dangereux. Ensuite, ces billes étaient donc descendues devant la scierie, et de là, alors on les mettait sur ce qu'on appelait la scie à multiples. Alors, c'était une scie qui avait plusieurs couteaux et puis qui sciait la bille dans toute sa longueur. Mais la scie fonctionnait de haut en bas. Alors, on avait toujours, nous, les enfants, ça nous intéressait beaucoup de suivre ça. Bien entendu, on se tenait à distance parce qu'il aurait pu y avoir des dangers. Alors, la bille était donc mise là-dessus. Ensuite, quand elle était débitée en planche, alors, on la retirait. Ça se faisait d'une façon assez... C'était pas encore automatique, mais ça se faisait déjà pas mal par des chaînes qui, en somme, aidaient à retirer la bille de bois qui était, à ce moment-là, distribuée en planches. Alors, au début, la scie multiple, elle fonctionnait grâce à une roue à aube et qui... a duré bien sûr quelques années. Et puis, alors, quand mon papa a repris la scierie, c'est à ce moment-là qu'il a décidé de s'occuper. Il est allé chez Glaçon à Bulle pour commander alors la turbine. Comment est-ce que s'effectuait, disons, le travail journalier du bûcheron? Et puis, les bûcherons avaient abattu les arbres des jours avant. Et puis quand ils montaient, alors ces billes entre parenthèses, avant de les descendre, elles étaient épluchées, si on peut dire. On enlevait une partie de l'écorce. Et puis ensuite, alors les bûcherons transporteurs venaient pour prendre ces billes, comme je vous l'ai expliqué, puis on les descendait à la scierie. C'était un travail
C'était un beau travail. C'était très très beau à voir l'hiver quand il descendait et ce qu'on appelait, il formait la traîne. Alors la traîne, ça, je dois vous expliquer, c'est en somme une raie très large que formaient 2 ou 3 billes de bois qui étaient attelées donc à ce char et ça formait un creux. Et dans les hivers qui étaient particulièrement froids, alors ce creux restait pendant plusieurs jours. Et j'aime bien vous dire que nous, les gosses, quand les billes étaient descendues, eh bien, on était les premiers à prendre la luge et à descendre dans ces grandes... comment est-ce que c'est pas des rivières, mais enfin, ces grandes traces. Ouais. Et on avait un très grand plaisir. Dans certains pays, on amène le bois par l'eau, par exemple. On utilise la rivière qui peut éventuellement permettre ce transport du bois. Le bois venant des Chiens de Pica, le grand-père avait décidé, après tout, je crois qu'il s'était rendu compte que ça se faisait, le flottage se faisait en grande quantité en Finlande. Alors, il avait décidé une fois, ils avaient passablement de bois à descendre, que plutôt que de faire descendre par les bûcherons, eh bien, on le ferait venir par le ruisseau, par l'eau. Et moi, je me rappelle très bien d'avoir vu le grand-père, mon père, l'oncle Ami, puis Manuel Ducret, et tous des gars de par là, qui étaient sur le ruisseau, en dessous de l'Ondine, tout près du pont, là, qui est en bas vers la Syrie. Ça nous intéressait beaucoup. Mes 2 frères étaient venus aussi avec moi. Et ça, c'est quelque chose pour nous qui est resté longtemps. Parce qu'on n'avait pas l'habitude de voir une chose comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il y avait en fait plusieurs métiers ou bien plusieurs catégories de gens? Tout au départ, il y avait les bûcherons. Mais il y en avait quand même pas mal de bûcherons qui allaient abattre les arbres et les descendre de la façon dont j'ai expliqué tout à l'heure. Et puis alors, il y avait également ceux qui étaient uniquement des entasseurs. Ils prenaient les planches à la main et ils commençaient à faire ce qu'on appelait les piles de planches. Pardon. Alors, ces planches qui étaient entassées, lorsqu'elles étaient sèches, à ce moment-là, il fallait redéfaire les tas, remettre ces tas sur des chars, et puis les charretiers, donc, qui étaient destinés pour ça, ils transportaient les planches depuis la scierie du bas jusqu'à la gare de Flandru. Est-ce qu'il y a eu des périodes difficiles? Oui, il y a eu des périodes difficiles, justement pendant dans la guerre de 14. Je pense que c'est aux environs de 1915-17 que le grand-père et amis ont décidé d'essayer de fabriquer des allumettes. Alors je me rappelle très bien d'avoir été à la scierie même, d'avoir vu des femmes, je ne sais pas combien il y en avait, quelques femmes qui avaient été engagées pour mettre les allumettes dans les boîtes. Et puis mon papa l'a exploité, je ne suis pas très sûre, mais je pense que c'est les années 18 à 24. Parce que à ce moment-là, en 24, on a eu le grand malheur de perdre mon père. Il allait voir ses bûcherons du côté de Redemont derrière. Il est monté par la Manche. Et puis de là, il est monté à Ski. Ça se trouvait au mois de mars. C'était le 7 mars 1924. Il est monté à Ski, la grande pente qui va jusqu'au haut de Redemont derrière. Et malheureusement, une avalanche poudreuse s'est déclenchée quand il était déjà presque en haut. Et ça l'a emporté. Et malheureusement, il est mort, quoi. Donc à la suite du décès tragique de notre grand-père, l'exploitation de la scierie a continué, probablement pendant quelques années, mais qui c'est qui s'en est occupé, puis qu'est-ce qu'elle est devenue cette scierie après? Du fait de la mort de mon père,
la scierie, en somme, appartenait à maman et aux 3 enfants. Et comme on n'était pas en 24, on n'était pas majeur, bien sûr. Alors, donc cet ami qui l'a tenue jusqu'au moment où nous avons décidé de la vendre à la parqueterie d'Aigle. Parce qu'après votre père, c'est qui l'avait repris la scierie? Alors on a eu mon oncle ami qui en était somme gérant? était gérant. Ouais. Oui, oui, oui. Mais après? Alors c'est là que ça m'échappe, je pense que c'est M. Blou. Non. Non. C'est encore après, il y a les de Moret entre deux. Ah, non, ça- La société Rosa, ça vous dit rien? Oui, la société Rosa, je vois, mais... Elle était un peu là-dedans, enfin, il faisait scier pour la société ici. Ah oui, mais c'était quand même mon oncle qui louait, non? Oui, mais il louait, pour moi, ami, il louait du temps qu'il travaillait pour la parfumerie d'Aigle. Oui, c'est juste. Oui, Alors oui, il travaillait là comme gérant aussi. oui. Et puis après, ben, je pense qu'il a vendu à Demoret. Alors, ça, Moi, je ne j'ai vois pas aucune qui c'est idée. qui peut être entre deux, parce que nous, on l'a racheté de Demoret. Si vous avez racheté de Moret, alors bon, ça s'est passé entre deux. Mais moi, je me souviens pas du tout, parce que j'étais pas ici à ce moment-là. Ouais, ouais. J'habitais en France. Ah oui. Mais Je me rappelle, on était venu avec mon mari, et puis on vous avait dit un petit bonjour. ouais, ça, je me m'étais rappelle. rappelé, Ouais, oui. ouais. Alors j'ai dit, ben, ça me fait plaisir que ce soit vous qui ayez pris ça. J'étais très contente. C'est en 1958 que Willy Anderegg a repris à son compte la scierie, après que celle-ci eut été fermée pendant quelques brèves années. Nous lui avons demandé de nous raconter l'évolution du travail et des techniques à partir de cette époque, et tout d'abord le transport des billons à l'intérieur de la scierie. On a le treuil électrique qui est au fond de la scie, puis qui reste là. Avant le treuil, on faisait avec le treuil, avec le tracteur. Est-ce qu'avant le tracteur, est-ce qu'on utilisait les chevaux, peut-être? Pas beaucoup, c'était manuel, mais ils étaient à place d'être comme on est à présent, ils étaient 6 et 7. Alors il y en avait 2. C'était facilement le boulot des empileurs. C'était de préparer ce qu'on appelle la moleille. C'était, tu préparais tant de billons, le choix qu'ils voulaient faire, pour que les scieurs aient qu'à prendre là. Alors ils leur préparaient ce bois, comme ça, au charpie. Oui, oui, tout à main. Moi, je l'ai fait encore. Si le principe de la scie multiple, actuellement 16 lames en parallèle, subsiste depuis 1920, la force motrice utilisée n'est plus celle du début du siècle. Là, il y avait une roue à eau, dans le tout vieux temps. Du temps de, je pense, Camille. Il y avait une roue à eau qui faisait tourner le cadre. L'eau était amenée de, qu'est-ce qu'il faut dire? Oh, je pense, un bon bout, 200 mètres en tout cas. Il y avait un canal tout le long du machin, puis elle passait sous la route là, dessous, et puis elle venait dans une baraque un peu.
Puis après, ils ont justement mis cette turbine quand ils ont mis la multi pour avoir plus de force. Puis avec cette turbine, il y avait un moteur de 23 chevaux pour égaliser, parce que c'est pas régulier l'eau. Donc quand il y a la turbine, ils faisaient 2 équipes à la fonte des neiges. C'était 2 équipes, midi, minuit. Et 6 jours et nuit, pendant qu'il y avait de l'eau. Il y avait un bon rendement de l'eau, mais au printemps et l'été, c'était fini. Une fois la fonte des neiges finie, c'était terminé pour scier. Maintenant, il n'y a plus de turbine. Turbine est loin, c'est tout le moteur électrique. Nous, là, on tourne avec 48 chevaux. Mais on peut en mettre 60 et même plus. Après le sciage, dans le passé comme aujourd'hui, les planches sont entreposées jusqu'à une hauteur pouvant atteindre 7 mètres afin que le bois sèche. Le bois, on le met en pile, ce qui veut dire on fait 2-3 rangs, et après une traverse, et puis on continue ainsi jusqu'à la hauteur qu'on veut. Il faut toujours qu'il y ait dedans, puis qu'il y ait de l'air dedans, il ne faut pas entasser non plus trop serré, qu'il puisse sécher, qu'il y ait toujours de l'air dedans. Pour empiler les planches à l'époque, on le faisait manuellement. T'empilais à 2, il y en avait un en bas et un en haut, qui entassait. Et puis, tu montais comme ça, petit à petit, chacun. C'est les hommes qui faisaient ça. Oui, tout manuel, oui. Il n'y avait pas de machine. Des fois, tu mettais juste une planche un peu en biais pour aller plus haut. Depuis plus d'un siècle, de la famille Breton à Willy Andreg et son fils Laurent, la scierie a évolué, mais est restée une petite entreprise artisanale. Quel avenir en ce début du XXIe siècle pour cette scierie qui fut celle de notre arrière-grand-père à la fin du XIXe? C'est ce que nous avons demandé à Willy. Oh, l'avenir, ça vient difficile. C'est toujours un peu plus dur. Mais comme on est là, on est que les deux, ça peut aller. Notamment les charges, ça devient terrible pour arriver à tourner. Les charges, c'est lourd. Quel type de charge? Ah ben les charges, si vous embauchez un ouvrier, qu'il faut... Quand vous passez partout, ben ça va loin. Donc, ça va encore si on est dans le cadre familial. Ah oui, c'est là, dans une petite scierie, c'est là qu'on s'en tire le mieux. Pour moi, j'aimerais rester encore un bout de temps là-dessus. Bon, après que le fils aura fini, est-ce que ça durera, j'en sais rien, mais les petites, il y en a beaucoup qui disparaissent, là. Mais, puis les grosses, ben, ils viennent bien assez grosses. Ça, c'est plus intéressant de grossir. Non. Oh, mais comme boulot, c'est pas intéressant, c'est du massacre. Ah oui. Est-ce qu'on peut faire des spécialités que ne font pas les gros, justement? Ah ben nous, on fait beaucoup justement du sciage, le particulier. Que les gros, ça les intéresse en principe pas. Ils aiment mieux faire du sciage. Ils achètent le bois, puis ils briquent sans vitesse. Ils n'ont pas le temps de s'amuser avec des bricoles. Comme la question des instruments de musique. Ah oui, mais disons la question des instruments, c'est pas un sciage difficile, si on veut aller à ça. Mais on coupe ça comme un gâteau. Commencez par le milieu, puis vous faites des tranches. Tout le temps, des tranches, comme un gâteau. Et celui qui il vient voir ensuite, il vient choisir. Ah, il vient là quand on s'y vient.
il suit le travail de près. Ah oui, oui, il suit, il marque les morceaux comme il les veut, il les tourne. Ensuite, il y a du rabotage, non? Pas dans les luthiers, là, il n'y a rien. Ils ne rabotent pas, ils mettent sécher, puis ils travaillent eux-mêmes. Nous, on a juste une raboteuse pour dépanner quelqu'un. Ce qui existe justement pas ailleurs. Ils ne veulent pas émoder la raboteuse pour raboter une planche. Là, on a des maçons qui viennent. Ils prennent des fois 2 planches rabotées, largeur fixe, des combinaisons, mais ça, vous ne pouvez plus aller ailleurs faire ça. Si vous devez le faire, c'est foutu, c'est trop cher. Tout d'un seul coup, il peut arriver un maçon. Là, ils viennent souvent, cherchent un paquet de lambourdes. Ça veut dire quelques lambourdes. Des fois, juste, il leur faut une planche lignée à 25, et puis raboter un côté ou 2 côtés, on fait vite ça, c'est tout. Mais ça, c'est de la bricole. Mais ça, vous ne pouvez plus aller demander ailleurs, c'est fini. Justement, la petite scierie, elle restera peut-être encore assez longtemps à cause de ça, qu'elle peut faire du... Et pour moi, il est faux. Oh, il faut faire un peu même, autrement. Puis c'est joli, j'aime bien.